Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. On est très heureuse de faire cette conférence aujourd'hui. Donc moi, je suis Cécile Rioux-Battista, je suis secrétaire générale adjointe de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont Louise vous expliquera ce que c'est que cette institution. Voilà, l'objectif de notre conférence, c'est de vous informer à la fois sur ce qu'est la CNCDH, de vous dire quelques mots du système international de promotion et de protection des droits de l'homme, et puis d'aborder quelques thématiques qui aujourd'hui en France nous semblent soulever des questions ou intéressantes en matière de respect des droits de l'homme. Voilà. Alors moi c'est Louise Savry, je suis chargée de mission sur les questions de société, d'éthique et d'éducation aux droits humains à la CNCDH. C'est un peu vaste, mais plus concrètement je travaille sur les questions d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, et je pilote un groupe de travail sur l'éducation aux droits humains avec une membre de la CNCDH. Alors je vais commencer par quelques mots sur ce que sont déjà les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, comme vous le savez sans doute, ce sont un ensemble de droits qui renvoient à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Comme son titre l'indique, ce sont des droits qui sont universels, ils s'appliquent à toutes et à tous, en toutes circonstances, et peu importe nos différences, peu importe nos croyances, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre identité de genre, peu importe nos différences socio-économiques. Ce sont des droits de l'homme, donc des droits qui se réfèrent à nos droits les plus fondamentaux, et les droits qui finalement sont des droits auxquels tout être humain peut aspirer. Ces droits, donc le texte l'indique, permettent de vivre libérés de la terreur et de la misère, et ils permettent aussi de vivre libres et égaux en dignité et en droit. De façon plus large, ce sont des droits qui sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous les retirer, et ce sont des droits qui sont indivisibles et interdépendants, c'est-à-dire que si un droit est retiré, c'est l'ensemble des autres droits qui se retrouvent répercutés. Pour donner un exemple très simple, si on n'accède pas, par exemple, au droit à l'éducation, eh bien, on va avoir des difficultés pour lire et écrire, ce qui va apporter d'autres difficultés. Par exemple, on ne pourra pas accéder correctement à son droit à la santé parce qu'on ne peut pas lire une notice de médicament. On ne pourra pas non plus exercer son droit de vote correctement parce qu'on n'est pas en mesure de lire les programmes électoraux. On va également avoir des difficultés pour accéder au droit de travailler. Et puis, le droit au loisir peut aussi être impacté. On ne peut pas lire des livres, on ne peut pas non plus lire les textes sur les réseaux sociaux. Alors, l'État va s'engager à protéger ses droits de différentes façons, mais de façon très générale, on voit que quand on veut protéger les droits de l'homme, il y a tout un ensemble de ramifications à prendre en compte. En prenant l'exemple du droit à la vie, on se rend compte que bien souvent, on pense la première chose, c'est l'interdiction de la peine de mort. Mais au-delà de cette interdiction-là, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Par exemple, il faut qu'il y ait des politiques pour lutter contre les violences conjugales, et aussi pour lutter contre les infanticides. Plus largement, il y a aussi une logique de prévention à adopter qui va permettre de lutter par exemple contre la malnutrition, contre les épidémies ou encore contre les risques au travail. L'idée étant de permettre d'avoir l'espérance de vie la plus longue possible. Donc on est vraiment sur une approche extrêmement large et qui, donc, bien que la déclaration des droits de l'homme ne soit pas contraignante, elle s'applique dans le droit coutumier et elle fait référence, c'est un texte de référence pour les organes internationaux, comme l'ONU et les institutions européennes, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que la CNCDH est là aujourd'hui pour vous parler de droits humains ? Eh bien, la CNCDH est une institution très particulière. On n'est ni une ONG. Quand on parle de droits humains, généralement, les gens ont tendance à se dire « bon, on va parler de valeurs de gauche, ça va être une ONG qui va intervenir de façon militante ». Et on n'est pas non plus un organe de l'État. On ne dépend pas d'un ministère, on n'est pas au service d'une politique publique en particulier. Alors, la CNCDH est ce qu'on appelle une INDH, une institution nationale de défense des droits de l'homme. C'est un type d'institution qui existe dans tous les pays et on est là pour protéger et promouvoir les droits de l'homme en France. Très concrètement, on va travailler avec les pouvoirs publics pour leur faire un certain nombre de recommandations sur les politiques qu'on attend en termes de droits humains. Par ailleurs, on a aussi un rôle d'alerte. On doit pouvoir alerter les pouvoirs publics lorsqu'il y a une situation qui est particulièrement problématique en France.
Et également, on va essayer toujours dans une démarche constructive d'apporter des conseils sur ce qui peut être mis en œuvre pour pouvoir mettre fin à ces situations qui sont inacceptables. On travaille par exemple sur les questions des migrants à Calais, pour ne citer qu'un exemple. On a aussi une dimension internationale, je ne vais pas m'y attarder puisque Cécile va rentrer plus en détail dessus. Mais concernant l'organisation générale de la CNCDH, donc c'est une institution qui existe depuis 1947, elle a été créée sous René Cassin, et c'est une institution qui bénéficie d'un statut A aux Nations Unies, ce qui signifie qu'on est une institution qui est indépendante, pluraliste, on a une certaine forme de neutralité, et on est vraiment là pour défendre les droits humains. Par ailleurs, donc on est régi par les principes de Paris, ce sont les principes qui définissent le fonctionnement d'une INDH, d'une institution de défense des droits de l'homme. Et on est une institution assez exemplaire, on est composé de 64 membres d'origine très diverses. Et ces membres se divisent en fait en 3 collèges. On a un collège d'experts dans leur domaine, parmi lesquels on trouve notamment beaucoup de professeurs de droit. On a également un collège de représentants d'associations, d'ONG, de syndicats et des grands courants de pensée. Donc si un jour vous êtes à la CNCDH, un jour de plénière, vous pouvez croiser des représentants de Médecins du Monde, des représentants de l'OIP, des représentants du MEDEF, du CGT aussi, de la CGT aussi, du Secours catholique. Donc c'est vraiment on a beaucoup de pluralisme dans notre fonctionnement et on va avoir des avis très très divers qui vont s'affronter au moment où les membres vont travailler ensemble. Le 3e collège qui constitue la CNCDH, ce sont des membres de droit. Parmi ces membres de droit, on trouve donc la défenseure des droits, une députée, une sénatrice, un député et un représentant du conseil du CESE, du Conseil social, économique, social et environnemental. Merci. Alors, du coup, la CNCDH, elle peut décider de s'auto-saisir ou elle peut également être saisie par les pouvoirs publics sur certains sujets. Et comme je vous le disais, nos thématiques sont très variées. On travaille sur les questions liées à l'environnement, on travaille également sur les questions de droits des enfants, sur les questions d'intelligence artificielle. Donc en fonction des thèmes, on va auditionner des experts qui vont pouvoir nous aider dans l'élaboration d'un avis. Par ailleurs, on dispose aussi de 5 grands mandats de rapporteurs nationaux indépendants. Donc c'est les pouvoirs publics qui nous ont demandé de travailler de façon beaucoup plus détaillée sur certaines thématiques. Donc ces thématiques, ce sont les questions liées aux entreprises et droits de l'homme. On a également un mandat sur les questions de handicap, un autre sur les questions de droits des personnes LGBTI. Et puis on a un mandat sur les questions de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. C'est notre plus ancien mandat, on l'a depuis 1990. Et ça nous permet de faire vraiment des analyses assez poussées. En fait, ces mandats se traduisent généralement par l'élaboration d'un rapport qui est assez conséquent, qui se divise en 2 parties, avec une partie sociologique, dans laquelle on va avoir des chercheurs qui travaillent sur l'évaluation du niveau de tolérance en France pour le racisme, par exemple. Et puis, la deuxième partie, elle, va être plutôt fondée sur une présentation des politiques publiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, on va voir ce que fait le ministère de l'Intérieur, ce que fait le ministère de la Justice, ce que fait le ministère de l'Éducation nationale, etc., sur la question du racisme, pour continuer sur l'exemple de ce mandat-là. Et puis, à partir de cet état des lieux, on va formuler un certain nombre de recommandations pour pouvoir avancer. Et voilà, donc on va remettre ce rapport, par exemple, est remis au Premier ministre qui va justement nous entendre sur la question et qui va essayer ensuite de travailler pour pouvoir améliorer la lutte contre le racisme en France. Alors, comment est-ce qu'on produit des avis ? Alors, nos avis, ce sont des avis qu'on va essayer de fonder sur une certaine forme de pluralisme et on va essayer vraiment de brosser au plus large. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, si on veut travailler sur une thématique, il faut qu'on puisse avoir tous les extrêmes, avoir les visions les plus conservatrices, avoir aussi les visions les plus militantes. Et puis au milieu, on va essayer d'avoir des éléments qui sont des éléments scientifiques et des exemples de bonnes pratiques qui peuvent être inspirantes et qui pourraient potentiellement être mises en place sur une échelle nationale. Donc pour vous donner un exemple très concret, en 2018, on s'est aperçu dans les médias qu'il y avait beaucoup de remontées sur alors c'était vu comme des faits divers, des dérapages, des scandales sur les questions par exemple de violences gynécologiques. En parallèle, on s'est aussi aperçu
qu'il y avait beaucoup d'éléments qui apparaissaient sur des médecins qui étaient en burn-out, des soignants qui se suicidaient, des soignants qui décidaient de quitter leur métier parce qu'ils étaient à bout. Et on s'est dit, finalement, il y a vraiment un problème assez global lié au système de santé. Et donc, les membres ont choisi de se lancer dans un avis sur les maltraitances dans le système de santé. Et pour ce faire, donc, bien évidemment, ce ne sont pas les 64 membres simultanément qui se sont lancés dans un travail. Vous avez déjà fait des travaux de groupe et vous savez que déjà à 4, ça peut rapidement devenir chaotique. Donc, généralement, on a des sous-groupes, on a un système de sous-commissions, on est une dizaine à travailler sur le sujet, ce qui est déjà pas mal. Et on va essayer donc de brosser les différents avis qui existent dans la société. Sur les maltraitances médicales, on avait décidé d'entendre donc, le côté le plus conservateur. On avait entendu l'ordre des médecins qui nous disait que finalement tout allait pour le mieux, que tout était, voilà, il n'y avait pas vraiment de sujet sur les maltraitances. On a également à l'époque entendu Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, qui avait un avis assez conservateur aussi sur le sujet, même si elle avait mis en place quand même des éléments. Elle était en train d'envisager la suppression de la T2A, donc il y avait déjà des choses qui étaient mises en place pour essayer d'améliorer le système, mais ça restait quand même un avis assez nuancé. Et puis de l'autre côté du spectre, on a entendu l'association Gras Politique, qui est une association de personnes qui se disent grosses et qui nous expliquait par exemple les violences qu'elles pouvaient subir au quotidien. Donc par exemple, lorsqu'elles allaient, donc il y en a une qui expliquait qu'en allant chez le médecin toute petite, on lui disait t'es une gros plein de soupe et il faut faire quelque chose et arrêter de trop manger. Donc elle disait déjà il y a des violences psychologiques, des façons de parler aux patients qui sont quand même problématiques. Et par ailleurs, il y avait des vrais problèmes qui s'exprimaient de plusieurs façons. Au niveau matériel, par exemple, les balances n'étaient pas adaptées pour prendre le poids d'une personne à partir en fait, ça s'arrêtait de façon trop basse, et donc ils renvoyaient les patients vers la médecine vétérinaire, ce qui était extrêmement humiliant et ce qui pose de vraies questions en termes de dignité. Donc ça, c'est un des témoignages assez forts qu'on a pu avoir, mais on en a entendu d'autres qui, donc on a toujours cette idée de garder en tête une diversité dans les retours qu'on a, et on avait entendu les internes, un syndicat d'internes qui expliquait que les heures qu'eux travaillaient étaient tellement importantes qu'ils se retrouvaient dans un état proche d'un état d'ébriété. Et donc, forcément, ça impacte la façon dont ils prennent en charge les patients. Et par ailleurs, ça les impacte eux aussi, ce qui fait que quand ils sortaient de leur garde, c'était assez compliqué de prendre le volant et de se concentrer et d'assurer sa sécurité pour arriver jusque chez soi. Donc c'était aussi un autre élément à garder en tête. Donc on s'est dit, il y a effectivement des problèmes d'équipement, il y a des problèmes de pression sur le temps de travail, le manque de personnel, la formation, la façon dont les médecins vont être sensibilisés sur les particularités des uns et des autres, sur la façon d'adresser la parole avec les patients. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui ressortent et qui sont des points communs qu'on peut retrouver à travers un très grand nombre d'auditions. Et puis au milieu de tout ça, on a aussi entendu des chercheurs qui travaillaient sur le sujet, et on a aussi entendu un médecin qui, lui, travaillait avec des enfants autistes et qui expliquait qu'il s'était installé donc une maison à la campagne, et il avait créé des conditions qui étaient plutôt orientées sur la prise en charge du patient. L'idée était d'avoir des créneaux beaucoup plus larges pour accueillir les patients, et dans ces créneaux-là, d'essayer de faire des temps de pause, de laisser le patient pouvoir avoir un espace pour lui. Donc là, on avait vraiment une orientation qui était non plus pensée dans un sens fonctionnel, mais plutôt dans un sens de réponse aux besoins de la personne concernée, et c'est quand même ça le sens du système de santé. Donc voilà un petit peu pour faire un panorama de comment on peut faire un avis. On a essayé d'entendre donc de très nombreuses personnes, ensuite on rassemble les informations, on les discute, on aboutit à un texte. Ce texte est adopté en assemblée plénière, donc ce sont les 64 membres qui vont voter après pour ce texte-là, un petit peu comme on peut faire pour un texte de loi, donc ils peuvent les amender ou pas, et puis ensuite, une fois le texte adopté, il est publié au journal officiel de la République française. Donc voilà pour le volet organisation de la CNCDH, sur son fonctionnement et sur notre façon d'agir à l'échelle nationale. Je vais maintenant laisser la parole à Cécile sur le volet plus international. Oui, j'ai juste complété un petit point sur le volet national et les avis de la CNCDH.
Les avis de la CNCDH ou les rapports de la CNCDH, ils ont cette particularité de certes dresser un état des lieux dans une thématique particulière qui a trait au respect et à l'effectivité des droits de l'homme, mais surtout, ils font des recommandations à l'intention du gouvernement. Donc si on reprend l'avis sur les maltraitances médicales, donc le texte, notre avis faisait un état des lieux des maltraitances à la fois envers les patients et vers le personnel soignant, mais surtout on proposait au ministre de la Santé, au Premier ministre, aux administrations de santé un certain nombre d'actions concrètes à mettre en place pour mettre fin à ces maltraitances. Voilà. C'est aussi notre particularité. On essaye au maximum d'être constructif et de proposer des solutions, parce que dénoncer c'est bien, mais faire en sorte que les violations s'arrêtent, c'est mieux. Alors, sur le volet international, l'autre spécificité de la CNCDH, et c'est en fait une spécificité qui est liée à la thématique même des droits humains, c'est l'ancrage dans le système international. Louise vous l'a dit au début, les droits de l'homme, ce sont des droits universels. Donc ils sont inhérents à la personne humaine et ils peuvent être réclamés par tout individu partout sur le globe. Donc cette dimension d'universalité, elle est vraiment fondamentale. Et pour que les droits de l'homme soient respectés, très vite, en fait, à partir de 1948, au moment où la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée, a émergé l'idée que si on voulait que ces droits soient effectifs, il fallait mettre en place un système pour contrôler la manière dont les États allaient effectivement protéger, respecter, mettre en œuvre les droits de l'homme. Et qu'il fallait sortir du cadre traditionnel, du cadre classique du droit international, qui est l'idée qu'en droit international, on a des États souverains qui contractent entre eux et qui, selon un principe de réciprocité, vont faire en sorte que chacun va respecter sa partie du contrat. Chaque État va respecter sa partie du contrat parce qu'il y a un effet de réciprocité qui fait que chaque État a intérêt à respecter le contrat. En matière de droit international des droits de l'homme, c'est un peu différent parce que est-ce qu'en fait un État a intérêt à respecter les droits de l'homme? Sans doute que oui, je pense que oui. Mais comment le principe de réciprocité peut intervenir? C'est très compliqué en fait. Donc il a fallu imaginer un système international qui sorte des schémas classiques. Il a fallu aller au-delà des principes de réciprocité, de souveraineté et de non-ingérence entre États pour garantir un respect des droits de l'homme. Et ce qui a été vraiment révolutionnaire, en fait, c'est que le système international qui s'est mis en place à partir de 1948, il a placé l'individu au centre du système et non plus l'État. Ce n'est plus l'État qui est au cœur du système de contrôle, mais bien l'individu. Et c'est ce que dit le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Il explique que les instruments de protection des droits de l'homme ne constituent pas un réseau d'obligations interétatiques, mais ils visent à reconnaître des droits aux individus. Et puisque c'est l'individu qui est placé au cœur du système, eh bien, ça va entraîner un certain nombre d'obligations pour les États, mais aussi, ça ouvre la possibilité qu'il y ait un contrôle entre États de la manière dont chacun met en œuvre ou pas les droits de l'homme. Et donc, à partir de 1948 et jusqu'à encore aujourd'hui, parce que le système est en constante évolution, au niveau des Nations Unies, vont se mettre en place un certain nombre de dispositifs qui visent à faire en sorte que les États respectent effectivement les droits de l'homme pour chacun de leurs citoyens. Parce que même si effectivement il peut y avoir un engagement volontaire, un engagement moral de l'État à respecter les droits de l'homme, parce que même si un État peut trouver un intérêt à respecter les droits de l'homme, parce qu'il y a aussi une évolution de la société, un contexte historique particulier qui va faire que l'État va être encouragé à respecter les droits de l'homme,
il n'en reste pas moins vrai que c'est pas forcément toujours de son intérêt. Donc il faut qu'il puisse y avoir une pression internationale et diplomatique. Et donc vont se mettre progressivement en place des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes juridictionnels, donc on n'a pas d'obligation formelle et il n'y a pas de sanction en cas de non-respect de la norme, mais des systèmes plutôt diplomatiques qui vont faire en sorte que les États vont être incités à respecter les droits de l'homme. Et souvent, les étudiants en droit ont un peu du mal à appréhender le fait qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de juridiction. Donc comment ça peut fonctionner si en fait derrière il n'y a pas de sanction? Eh bien on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt pas mal en fait. Parce qu'il y a un jeu diplomatique entre États qui fait qu'il y a une certaine pression à mettre en œuvre les droits de l'homme. Il y a un intérêt diplomatique à mettre en œuvre les droits de l'homme. Donc, pour juste vous donner une image un peu globale de ce système international de protection des droits de l'homme, il repose sur 3 mécanismes principaux. Le premier mécanisme, c'est les organes dits conventionnels. Donc, ce sont des organes qui sont rattachés à des conventions internationales. Donc il existe 9 traités ou conventions internationales et chacun de ces traités ou conventions institue un organe de contrôle. Donc pour vous les lister un peu brièvement, on a donc le Comité des droits de l'homme qui est chargé de la mise en œuvre du Pacte international des droits civils et politiques. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui, comme son nom l'indique, est chargé de la mise en œuvre du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, donc on a une convention internationale sur la discrimination raciale. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Le Comité contre la torture. Le Comité des droits de l'enfant. Le Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants. Petite parenthèse, la France, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, n'a pas ratifié la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants. Donc on n'est pas soumis, la France n'est pas soumise au respect de ce texte-là. Et enfin, le dernier né, le Comité des droits des personnes handicapées. Donc pour chacun des textes, on a donc un comité qui est composé d'une dizaine ou d'une douzaine d'experts. Donc ce sont des personnes qui sont choisies parce qu'elles ont une expertise, une compétence particulière dans le domaine qui est traité par le texte international. Ce sont des experts qui sont indépendants des États et donc qui agissent vraiment en toute liberté. Et donc ce groupe de 12 personnes va contrôler la manière dont les États mettent en œuvre les textes. Donc il y a un contrôle a priori, donc régulièrement, de manière périodique, chaque État va passer devant le comité et indiquer ce qu'il a fait pour mettre en œuvre effectivement le texte international. Mais le comité ne va pas se fonder uniquement sur ce que lui dit l'État, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne. Chaque État fait des choses merveilleuses en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Donc le comité va aussi entendre la société civile, les ONG, les syndicats, qui vont pour le coup plutôt mettre en lumière les dysfonctionnements, les choses qui ne fonctionnent pas bien, les violations. Et le comité va également entendre l'INDH du pays. Et c'est là où on revient à la CNCDH. Les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, c'est vraiment une cheville ouvrière du système international de protection des droits de l'homme. Et nous, à la CNCDH, on a 2 jambes. On a une jambe au niveau national, où on fait des recommandations au gouvernement. On essaye de faire en sorte que la situation s'améliore au niveau national en interpellant directement le gouvernement et les administrations. Mais notre deuxième jambe, c'est les Nations Unies, c'est le Conseil de l'Europe. Et on a tout un travail de reporting, de monitoring auprès des instances internationales pour que ces instances internationales, en retour, fassent pression sur le gouvernement français. Et c'est pour nous vraiment un outil précieux de pouvoir agir au niveau des organisations internationales. Et donc quand il y a un comité
le comité des droits de l'enfant très récemment au mois de février, qui va examiner la situation en France. Voilà, on remet un rapport au comité, on s'entretient avec les experts, et en retour, on va pouvoir porter les recommandations des experts et faire pression sur le gouvernement en disant, vous voyez, là, sur, par exemple, le système de protection de l'enfance, le comité des droits de l'enfant a mis la France à l'index. Donc il y a vraiment un enjeu ici diplomatique pour améliorer la situation. Mais les comités, ils ont aussi un rôle a posteriori, alors pas tous, mais la plupart d'entre eux peuvent également être saisis par des personnes individuelles. Donc si je continue sur l'exemple du Comité international des droits de l'enfant, un enfant peut saisir le Comité international des droits de l'enfant s'il estime qu'un de ses droits, un des droits qui est garanti par la Convention internationale, a été violé. Et le comité va examiner sa situation individuelle, son cas particulier, en regard de la situation dans le pays, des lois qui régissent le fonctionnement du pays, voilà. Et il va remettre ensuite une décision sur ce cas particulier. Et il arrive assez fréquemment qu'il y ait des cas individuels, des requêtes individuelles sur des cas français qui soient portés devant des organes internationaux. Alors après, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas la Cour de cassation, c'est pas le Conseil d'État, donc il n'y a pas de sanction derrière, il y a juste une condamnation par le comité, la formulation d'un certain nombre de recommandations, et après il y a tout un travail de plaidoyer, de diplomatie à faire pour qu'effectivement on puisse mettre fin à la situation de violation des droits de l'homme qui a été dénoncée par le comité. Le deuxième organe important du système international de protection des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle les procédures spéciales. Donc là, alors on dit souvent que les procédures spéciales, ce sont les yeux et les oreilles du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc ce sont des experts, indépendants là encore, qui ont un mandat spécifique. Donc ça peut être un mandat pays. Donc on a par exemple un rapporteur spécial sur Haïti, ou un rapporteur spécial sur la situation en Afghanistan. Ou alors c'est des mandats thématiques. Et on a un rapporteur spécial sur la lutte contre la traite des êtres humains. Un rapporteur spécial, c'est d'actualité aujourd'hui, sur la liberté de manifester et la liberté de réunion pacifique. Voilà, ils ont donc soit un mandat pays, soit un mandat thématique, et ils sont chargés d'aller voir comment ça se passe concrètement dans chacun des pays. Quelle est la situation ? Donc sur la lutte contre le rapporteur spécial sur la lutte contre la traite des êtres humains, il fait des visites régulièrement dans chacun des États pour voir comment sont mises en œuvre les politiques de lutte contre la traite des êtres humains. Et ils peuvent interpeller les gouvernements lorsqu'ils constatent qu'il y a des défaillances ou des violations. Et pour revenir à l'actualité, le rapporteur spécial sur la liberté de manifester et de réunion pacifique a là interpellé le gouvernement sur la manière dont les manifestations se déroulent et sont réprimées, et il envisage de faire une visite en France pour voir comment ça se passe concrètement et pouvoir faire un certain nombre de recommandations au gouvernement. Voilà, donc ces rapporteurs spéciaux, c'est une manière d'alerter la communauté internationale sur certaines situations, soit dans un domaine particulier, soit pour un pays particulier. Enfin, le dernier organe de protection internationale, c'est le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc là, on est dans un système qui est un peu particulier. C'est plus des experts, c'est plus des personnes indépendantes. Le Conseil des droits de l'homme, c'est un organe intergouvernemental. Donc ce sont les États qui siègent au Conseil des droits de l'homme. C'est un organe qui a été créé en mars 2006 par l'Assemblée générale des Nations Unies et siège au Conseil des droits de l'homme 47 États qui sont élus par les autres États membres des Nations Unies. Donc il y a déjà un enjeu sur l'élection des États qui sont au Conseil des droits de l'homme.
c'est aussi un outil qu'on peut utiliser parce que quand un État veut être élu au Conseil des droits de l'homme, il faut quand même qu'il puisse faire la démonstration qu'il est plutôt vertueux en matière de respect des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Et la France est membre du Conseil des droits de l'homme. Et au moment où elle a fait acte de candidature pour devenir membre, et ben nous, à la CNCDH, on a profité de la candidature de la France pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages au gouvernement sur le mode quand même, si vous voulez être élu au Conseil des droits de l'homme, ça ferait plus sérieux si vous mettiez en place telle ou telle chose. Voilà. Et il se trouve que la France va être candidate à sa réélection au Conseil des droits de l'homme, donc on va retourner devant le ministère des Affaires étrangères en disant quand même, si vous voulez être élu, ce serait bien de, je ne sais pas, arrêter les violences policières, mettre fin à l'état d'urgence, voilà. Pour nous, c'est un outil de diplomatie qui peut être bien utile. Donc le Conseil des droits de l'homme se réunit 3 fois par an et il a mis en place un mécanisme qui est un mécanisme particulier et dont je vais vous parler un peu plus et qui va nous permettre après de faire justement cet état des lieux de la situation des droits de l'homme en France. Ce mécanisme, c'est l'examen périodique universel. Donc l'examen périodique universel, c'est le contrôle a priori de la manière dont un État met en œuvre l'ensemble des traités et conventions internationales de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc on n'est plus sur le cas des comités où on a un texte, on a l'ensemble des textes qui vont être examinés. Et c'est un contrôle qui se fait par les pairs. Donc c'est les États contrôlent les États. Et donc ça consiste à passer en revue à peu près tous les 4 ans, 4 ans et demi. Donc chaque État, tous les 4 ans, 4 ans et demi, va être passé en revue par le Conseil des droits de l'homme sur la mise en œuvre des conventions et des traités internationaux. Et là encore, on peut critiquer, formuler un certain nombre mettre en lumière un certain nombre de limites. Donc c'est des États qui contrôlent d'autres États, l'exercice est un peu compliqué. Quelle est la légitimité de la Russie ou de la Chine à aller contrôler la mise en œuvre par l'Allemagne des droits de l'homme? Certes, il n'empêche que c'est le seul endroit au niveau international où tous les États des Nations Unies acceptent de se soumettre au jeu de l'examen. Donc voilà, c'est au moins cette fenêtre d'opportunité de se dire tous les 4 ans, 4 ans et demi, l'État va accepter de se soumettre à ce jeu. Certes, imparfait, mais il n'empêche que c'est la seule occasion qu'on a de vraiment pouvoir dresser un état des lieux de la mise en œuvre et de l'effectivité des droits humains dans un État. Et là, il se trouve que la France va être pour la 4e fois soumise à cet examen périodique universel. Donc l'examen périodique universel de la France va avoir lieu au début mai, 1er mai. Voilà. Et le processus de l'EPU, c'est aussi pour la société civile et pour les INDH une occasion aussi de mettre en lumière un certain nombre de problématiques et de violations. Parce que pour faire cet examen, le Conseil des droits de l'homme va s'appuyer sur, bien sûr, le rapport de l'État. Donc l'État va présenter tout ce qu'il a fait de merveilleux les 4 dernières années pour que les droits de l'homme soient effectifs dans le pays. Mais il va y avoir aussi, comme pour les organes des traités, des rapports de la société civile et des rapports de l'INDH. Et nous, à la CNCDH, l'examen périodique universel, c'est l'occasion de vraiment, merci Louise, revenir sur, essayer de brosser un état des lieux le plus large possible des problématiques de droits humains en France. Donc on a, pour préparer cet examen périodique universel, on a fait un rapport au Conseil des droits de l'homme. Voilà, c'est notre contribution au 4e cycle de l'examen périodique universel de la France. Et dans ce document, on recense un certain nombre de problèmes que je vais vous lister brièvement et puis on reviendra sur certaines thématiques qu'on a choisies un peu arbitrairement avec Louise, mais après,
au moment des questions, vous sentez-vous libre de nous interpeller sur n'importe laquelle de ces thématiques. Donc, les thématiques qui ont émergé au sein de la CNCDH quand on en a discuté, la première, c'est, de manière générale et assez transversale, une méconnaissance par les pouvoirs publics, que ce soit le législateur, les administrations et même le pouvoir judiciaire, une méconnaissance du corpus international des droits de l'homme. Et en fait, on s'aperçoit que les acteurs étatiques qui sont chargés précisément de la mise en œuvre et du respect des droits humains ne les connaissent pas forcément. Donc là, il y a un souci, et nous, et à la CNCDH, on plaide vraiment pour un vrai effort de formation des pouvoirs publics, des autorités, des acteurs étatiques sur la question des droits humains. La deuxième thématique qui a émergé, c'est celle de changement climatique, environnement et droits humains. On fait le constat à la CNCDH, et on n'est pas les seuls, que le changement climatique, les désastres écologiques, environnementaux, la pollution, tout cela a un impact sur l'exercice effectif des droits de l'homme. Le changement climatique précarise l'effectivité des droits humains en France. Et donc, il y a une urgence à lutter contre les effets du changement climatique. D'une part, bien sûr, freiner le changement climatique parce qu'il en va de la survie de l'humanité, mais à plus court terme, aujourd'hui, maintenant, il faut lutter contre les effets qui sont déjà là, parce que ces effets ont des impacts sur l'exercice des droits. Troisième domaine qu'on a relevé, la question du fonctionnement des institutions, avec un constat qu'on fait depuis de nombreuses années, c'est qu'en France, depuis les années 2014-2015, il y a une banalisation des régimes d'exception. Alors c'est bien sûr l'état d'urgence de lutte contre le terrorisme, l'état d'urgence sanitaire, mais c'est aussi plus largement la manière dont on construit la loi en France. Aujourd'hui, quasiment 80% des projets de loi sont adoptés en procédure accélérée. Ça veut dire qu'on ne prend plus le temps de construire la loi d'une manière qui permette le débat, la discussion. Ce qui est problématique en fait pour le respect des droits des individus. On constate aussi que parce qu'on va vite, on n'a pas des études d'impact qui sont faites sérieusement, qui vont vraiment mesurer quels sont les impacts d'une législation sur la vie des gens et l'effectivité de leurs droits. Voilà, on va trop vite. On va trop vite et puis on met en place des systèmes exceptionnels. Et on a bien vu avec l'état d'urgence de lutte contre le terrorisme qu'on nous avait dit « Non mais là c'est provisoire, c'est juste parce que c'est l'état d'urgence donc il faut renforcer les mesures sécuritaires, les mesures de surveillance. » Mais une fois qu'on sera sorti de la phase compliquée de lutte contre le terrorisme, on viendra à la normale. Mais on ne revient jamais à la normale en fait. À chaque fois qu'on grignote un petit peu de liberté au nom de la sécurité, on ne revient jamais en arrière et on s'habitue en fait à cet état d'exception qui devient en fait la norme. En matière de fonctionnement des institutions, on a aussi mis en lumière les problèmes de abus commis par les forces de l'ordre, alors que ce soit violence policière dans la répression et l'encadrement des manifestations, mais plus largement en fait une problématique de rupture de la confiance entre la population française et sa police. Et on a notamment tout un avis sur les liens police-population et comment restaurer la confiance. L'autre domaine où les violations sont extrêmement importantes, c'est la prison, les prisons. Voilà, on a de cesse à la CNCDH d'interpeller le gouvernement sur la surpopulation carcérale qui en fait entraîne d'importantes violations des droits des personnes détenues. Et il faut rappeler que quand on est condamné et qu'on est emprisonné, on perd sa liberté d'aller et de venir, mais on ne perd pas ses autres droits. Voilà, les droits de l'homme, c'est des droits fondamentaux qui sont attachés à la personne humaine, et c'est pas parce qu'on est en prison
qu'on perd ses droits. En France, parce qu'il y a la surpopulation, notamment parce qu'il y a une problématique de surpopulation carcérale, il y a tout un tas de droits des prisonniers qui sont bafoués. On dénonce aussi l'augmentation de la surveillance des citoyens, donc toutes les mesures nouvelles de cybersécurité, cybersurveillance, les drones, les caméras, etc., voilà, qui sont des entraves à la liberté des citoyens. Troisième domaine un peu large dans lequel on pointe des violations ou un manque d'effectivité des droits, c'est tout ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, avec des problèmes de scolarisation et d'accès à l'école. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'enfants en France qui n'ont pas accès à l'école pour différentes raisons, soit parce qu'ils sont en situation de handicap, soit parce qu'ils vivent dans des bidonvilles ou dans des lieux de vie informels, ou soit parce qu'ils habitent en Outre-mer et que quand on habite en Guyane ou à Mayotte, l'accès à l'école, c'est pas facile. Mais la Guyane, Mayotte, c'est la République française. Donc normalement, ça devrait être les mêmes droits pour les habitants de ces territoires. On fait aussi un certain nombre de constats de violation des droits dans l'accès aux soins et l'accès à la santé, mais Louise a pu en parler tout à l'heure. On pointe également du doigt la question de la lutte contre la pauvreté. Alors, c'est quoi le lien entre pauvreté et droits de l'homme ? Eh bien, c'est qu'en fait, quand on est dans une situation de précarité économique, on a d'énormes difficultés à accéder à tout un tas de droits. Voilà, c'est difficile d'accéder au logement, c'est plus difficile d'accéder à l'éducation, c'est plus difficile d'accéder au travail, à la santé. Ben voilà. Donc, les politiques publiques de lutte contre la pauvreté, ce sont aussi des moyens de rendre les droits plus effectifs pour les citoyens. Alors, je suis peut-être un peu longue, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Autre thématique, la question de la lutte contre la traite des êtres humains, mais je vous en dirai quelques mots après. On a également mis en lumière toutes les questions de lutte contre le racisme et les discriminations raciales. Et on fait un constat qui est assez inquiétant, c'est qu'en France, on parle beaucoup de lutte contre le racisme, lutte contre les discriminations, c'est des choses que vous entendez régulièrement. Le problème, c'est qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Et quand on regarde, par exemple, les chiffres du ministère de la Justice, il y a 0 condamnation pour discrimination raciale en France. Voilà, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont discriminés à raison de leur origine réelle ou supposée, mais il n'y a pas de condamnation derrière. Donc là, il y a un problème pour aller jusqu'au bout du processus. L'autre thématique, c'est la question des droits des femmes, égalité femmes-hommes, lutte contre les violences faites aux femmes, violences conjugales, et la question des droits des minorités sexuelles et de genre, où même s'il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits, il y a encore des choses à faire pour que les droits des personnes LGBTI soient effectivement respectés. On pointe aussi du doigt un certain nombre de problématiques en matière de handicap. La question fondamentale qui se pose à mon avis, c'est qu'en fait, la manière d'appréhender le handicap en France n'est sans doute pas la meilleure manière de l'appréhender. Et en tout cas, on appréhende en France le handicap d'une manière qui n'est pas conforme à la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. Voilà. On a plutôt tendance à considérer que le handicap, ce serait une maladie et que voilà, il faut mettre en place un certain nombre, il faut que la personne fasse un certain nombre d'efforts pour s'adapter à la société, alors qu'en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la société c'est l'environnement qui doit s'adapter à la personne pour que la personne puisse effectivement exercer ses droits. Et dernier domaine, et je vous promets non, il y en a encore 2. Avant-dernier, la question des droits des enfants, donc avec un système de protection de l'enfance qui est dysfonctionnel et qui est, voire dans certains cas, maltraitant pour les enfants. Et la question des mineurs non accompagnés, qui sont considérés bien souvent comme mineurs étrangers en situation irrégulière, donc délinquants, alors qu'ils sont avant tout mineurs et qu'ils devraient être considérés comme des mineurs à protéger et non pas comme des délinquants.
Et dernier volet, les questions de migration et d'asile. Donc Louise a évoqué brièvement la situation à Calais, mais voilà, en France, c'est une thématique sur laquelle la CNCDH travaille beaucoup. La question de l'accueil des migrants, le respect des droits des personnes migrantes. Voilà, c'est pas parce que vous êtes en France en situation irrégulière que c'est comme pour les prisonniers, c'est pas parce que vous êtes en situation irrégulière que vous perdez vos droits. Et certes, la France a bien sûr le droit de contrôler ses frontières et de contrôler qui entre sur son territoire, mais il n'empêche que quand les gens sont sur le territoire, le temps qu'ils sont sur le territoire, il faut que la France respecte leurs droits. Et il faut aussi que la France respecte le droit d'asile. Et voilà, il y a l'asile, c'est un droit fondamental. Et c'est pas juste dire qu'on va accueillir les personnes qui sont torturées, menacées de mort dans leur pays. C'est aussi garantir le respect des procédures qui vont permettre à ces personnes de déposer une demande d'asile et faire en sorte que leur demande d'asile soit examinée de la manière la plus correcte possible et que le temps que leur demande soit examinée, on garantisse les conditions d'accueil et de respect des droits. Voilà, j'ai été sans doute bien trop longue, mais je vais laisser la parole à Louise pour développer peut-être une première de ces thématiques. Oui, donc ce qu'on s'est dit avec Cécile, c'était de faire des petits focus sur certaines thématiques justement abordées dans le cadre de l'EPU, mais qui plus globalement nous concernent dans notre quotidien aussi. Et je vais commencer par la question des forces de l'ordre. Alors, en préparant l'EPU, on écrivait en octobre dernier qu'il y avait un vrai problème face à la fréquence des pratiques abusives et discriminatoires des forces de l'ordre, et on appelait déjà à une réorientation globale des politiques publiques des sécurités. Donc ça, c'est ce qu'on a écrit dans notre document, et aujourd'hui, on se rend compte que le sujet est toujours réellement d'actualité. C'est un sujet qui a beaucoup émergé fin 2018 avec les Gilets jaunes, et la CNCDH s'est positionnée à travers plusieurs avis et déclarations sur le sujet pour faire valoir l'importance de mieux prendre en compte la façon dont les forces de l'ordre interviennent auprès de la population. Alors, le premier sujet sur lequel on a écrit un avis, c'était sur les questions de contrôle d'identité abusif et discriminatoire. Il ressort qu'aujourd'hui, donc, il y a des moyens, si on est victime de contrôle d'identité discriminatoire, on peut porter plainte, on peut se saisir au niveau du défenseur des droits, on peut aussi alerter l'IGPN et l'IGGN, donc les services d'inspection respectivement de la police nationale et de la gendarmerie nationale, mais il apparaît que, en fait, de fait, on ne va pas vraiment aller porter plainte parce qu'il y a un vrai sentiment aujourd'hui d'impunité face aux forces de l'ordre. On se dit que de toute façon, même si on a envie de le dénoncer, il ne se passera rien derrière. Et ce sentiment d'impunité, c'est quelque chose qui a été documenté notamment par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, et il y a de nombreuses associations aussi qui le dénoncent. Donc la CNCDH a essayé de réfléchir à la façon dont on pourrait avoir un suivi et une façon un peu plus neutre aussi de pouvoir objectiver ce qui se passe au moment d'un contrôle d'identité. Et une de nos grandes recommandations, c'est d'avoir un récépissé qui permettrait au moment du contrôle de nommer donc la personne qui est contrôlée, avoir son nom, prénom, d'avoir le numéro de matricule de l'agent qui procède au contrôle, à savoir que donc les matricules, c'est 9 chiffres. Vous imaginez bien que lorsque vous vous faites contrôler, vous allez difficilement sortir votre téléphone portable pour dire à l'agent « Attendez, je prends juste une photo de votre matricule ». Un autre problème, et puis vous n'allez pas le mémoriser non plus, un autre problème, c'est aussi que parfois les agents ne portent pas leur matricule. Donc le fait d'avoir un récépissé, ça permet vraiment d'avoir un suivi et puis d'avoir sur ce document le cadre légal dans lequel on s'inscrit et le motif du contrôle. Donc ça, c'est une des grandes recommandations de la CNCDH. On avait aussi, donc notre avis date de 2016, à l'époque, on invitait aussi à une généralisation des caméras piétons, qui sont les caméras que peuvent déclencher les forces de l'ordre lors d'interventions, par exemple. Et c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place à titre expérimental à partir de 2013, et depuis 2021, c'est quelque chose qui est généralisé. Une des critiques qui a été portée, c'est le fait qu'en fait, ces caméras, elles sont déclenchées par les forces de l'ordre, et de fait, il peut y avoir un biais, puisqu'ils peuvent choisir de ne pas le déclencher à certains moments stratégiques.
Néanmoins, ça permet quand même d'apaiser les relations et on se rend compte que donc les expériences ont montré que effectivement, ça permettait d'avoir un rapport un petit peu différent et plus apaisé au moment des contrôles d'identité notamment. Donc ça, c'est une de nos grandes recommandations. Maintenant, pour être sur quelque chose d'un petit peu plus actuel, sur la question des violences policières, la CNCDH a aussi fait état, et là aussi ça fait un moment qu'on en parle, d'un problème dans la logique et dans les relations police-population, avec parfois, notamment dans le cadre des manifestations, l'impression qu'on est presque dans une forme de combat, on est dans une logique de riposte, et on est en train de perdre le sens du rôle que doivent avoir les forces de l'ordre. En principe, leur intervention doit se faire dans un cadre où ils interviennent de façon... l'usage de la force doit être fait de façon proportionnelle et légitime. Et puis les forces de l'ordre ont aussi un devoir d'exemplarité, un rôle d'encadrement, et sont là aussi pour rassurer en principe. Or, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que les citoyens lambda ont tendance à avoir des craintes, notamment pour aller manifester, et il y a presque un effet dissuasif de participation aux manifestations, ce qui nous pose bien évidemment problème à différents niveaux. On a atteint la liberté d'informer, celle du droit de témoigner aussi, et puis bien évidemment la liberté de manifester. Donc là, il y a un vrai questionnement qui est posé au niveau de cette relation de confiance qu'on doit pouvoir avoir vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc une des recommandations qu'a formulé la CNCDH, c'était de pouvoir avoir une instance qui puisse, en cas de difficulté, juger ça peut être considéré comme des dérapages, des violences en tout cas, de la part des forces de l'ordre, qui seraient plus neutres que les services de l'IGPN et l'IGGN, puisqu'on est en interne et bien évidemment ça pose certains biais. Donc avoir une instance plus neutre ou peut-être envisager quelque chose par le ministère de la Justice pourrait être une option pour combattre le sentiment aussi d'impunité par rapport aux violences policières. Donc ça, c'était une des thématiques sur laquelle on voulait revenir très rapidement. Cécile, tu voulais aborder aussi la question de la traite ? Oui, alors la question que je voulais aborder, c'est celle de la lutte contre la traite des êtres humains. Question sur laquelle la CNCDH a un mandat de rapporteur national, donc on est chargé d'évaluer la politique publique en la matière. Et c'est aussi, si on avait choisi cette thématique-là, en fait, c'est aussi parce que c'est sans doute un des domaines pour lequel le système international a vraiment joué un rôle important pour faire émerger la question et pour forcer la France à agir. Donc pendant longtemps, on considérait en France que la traite et l'exploitation des êtres humains, ça se passait dans d'autres pays, ça se passait en Afrique, ça se passait en Asie, en Amérique du Sud, mais pas en France. Il n'y avait pas de traite en France. Et en fait, voilà, sous la pression des organisations internationales, de l'ONU, mais surtout en fait du Conseil de l'Europe, voilà, il y a eu une mise à l'agenda de cette question de traite des êtres humains, et très vite on s'est aperçu que si en France aussi il y avait de la traite des êtres humains, il y avait de l'exploitation par le travail, de l'exploitation sexuelle, de l'incitation à commettre des délits, enfin voilà, il y a des victimes de traite des êtres humains aujourd'hui en France, et la France n'est pas juste un pays de transit. Il y a effectivement de la traite sur le territoire. Et donc c'est parce qu'il y a eu cette mise en lumière par les organisations internationales qu'on a commencé à se poser la question. Et puis au-delà de ça, c'est aussi c'est à l'occasion du deuxième cycle de l'EPU que la France a été interpellée sur sa politique de lutte contre la traite. Donc c'était bien, dans un premier temps, d'avoir conscience qu'effectivement il y avait un problème de traite des êtres humains en France, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ? Et voilà, il se trouve qu'au moment du deuxième cycle de l'EPU, la question est venue sur la table et qu'un certain nombre d'États ont interpellé la France en leur disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Pas grand-chose. Eh bien, mettez en place un plan national de lutte contre la traite des êtres humains. C'est un moyen de coordonner les politiques publiques et de faire en sorte de lutter contre la traite. Et effectivement, il y a eu un engagement à la suite de ce deuxième cycle de l'EPU de la France de mettre en place un plan national de lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains. Donc on a un plan national
qui vient d'arriver à échéance, mais on ne désespère pas d'en avoir un autre qui va se mettre en place. Donc voilà, donc on a eu un certain nombre de progrès sous l'impulsion des organisations internationales, et on a vu qu'effectivement, en matière de répression, les choses avaient beaucoup progressé. Voilà, les auteurs sont plus et mieux sanctionnés. Mais ce qu'on constate à la CNCDH, c'est qu'il y a toujours un problème dans la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains. On a du mal à les identifier, et une fois qu'on les a identifiées, on a du mal à les protéger et à faire en sorte qu'elles soient restaurées dans leurs droits. Donc une de nos recommandations principales, c'est de mettre en place un mécanisme national d'identification et de protection des victimes de la traite. Et pour ce faire, on a en fait été voir ce qui se passait dans les autres pays. Et on a vu qu'au Portugal, en Grande-Bretagne, il y avait des mécanismes qui avaient été mis en place et que ça fonctionnait bien. Et donc on a fait un avis à l'intention du gouvernement avec une sorte de mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mécanisme national d'identification et de protection des victimes de la traite? Et voilà, comment on pourrait faire en France pour en avoir un. Et donc là, on fait un gros travail de plaidoyer auprès du gouvernement pour que ce mécanisme soit mis en œuvre, parce que c'est le moyen de protéger les victimes, de les sortir de l'exploitation et de permettre ensuite qu'elles puissent se reconstruire. Et l'autre cheval de bataille de la CNCDH, c'est de faire en sorte que en France, les autorités reconnaissent toutes les formes de traite. On a un biais en France, on a une légère tendance à considérer que la traite des êtres humains, c'est l'exploitation sexuelle, et ça se résume quasiment à ça, l'exploitation sexuelle. Or, il y a aussi en France des victimes d'exploitation par le travail. Il y a du travail forcé en France. Et voilà, il ne faut pas le négliger. Et on a aussi, c'est souvent des mineurs, un certain nombre de mineurs qui sont victimes d'exploitation, et cette exploitation, elle prend la forme de incitation à commettre des délits ou incitation à la mendicité. Et je me souviens d'un commissaire de police à la brigade de protection des mineurs qui nous disait quand on arrête un gamin à Paris, il travaillait à Paris, quand on arrête un gamin parce qu'il a volé 15 téléphones portables, il n'a pas créé une petite entreprise de revente de téléphones portables. Quand on a 12 ans, on ne crée pas une entreprise de revente de téléphones portables. Donc plutôt que de se dire, quand j'arrête ce gamin qui a volé 12 téléphones portables dans le métro, c'est un délinquant, il a volé des portables, c'est pas bien, il faut que je me pose la question de pourquoi a-t-il volé ces téléphones portables, à qui va-t-il les donner, et est-ce qu'il n'est pas dans un réseau d'exploitation. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un des éléments sur lesquels on essaie de travailler beaucoup avec la police et la justice, c'est ces mineurs délinquants, multirécidivistes. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller regarder au-delà de l'acte délictuel pour voir ce qui se passe, et est-ce que ces gamins ne sont pas victimes de traite? Voilà. Est-ce qu'il faut pas, plutôt que de les punir, est-ce qu'il ne faut pas les protéger? Voilà pour la traite des êtres humains. L'autre thématique qu'on voulait aborder, c'était la question des violences à l'égard des femmes et de la question de l'égalité femmes-hommes. Oui, tout à fait. Donc, on recense aujourd'hui que moins de 15% des plaintes pour viol et tentatives de viol donnent lieu à une condamnation pénale. Et on note aussi en parallèle qu'il y a une vraie augmentation des féminicides entre 2020 et 2021. Il y a une augmentation de 21% des féminicides. Et ce, alors même que 64% des victimes avaient déjà signalé des violences. Donc on voit qu'il y a un réel problème, on en entend beaucoup parler dans les médias, mais dans les faits, aujourd'hui c'est encore très compliqué lorsqu'on est victime de violences de pouvoir en sortir. Donc la CNCDH, et c'est une recommandation qui revient aussi sur d'autres sujets au-delà même des questions de violences faites aux femmes, c'est la sensibilisation des forces de l'ordre et aussi des magistrats. Puisque l'enjeu, bien souvent, c'est de pouvoir avoir une vraie qualification qui puisse ensuite permettre d'avoir une condamnation et d'avoir un sentiment que effectivement il est utile de porter plainte lorsqu'on est victime. Donc là j'évoque l'égalité femmes-hommes, mais ça fonctionne aussi pour le racisme, ça fonctionne en fait sur beaucoup de formes d'abus en lien avec les droits humains.
Et puis, une de nos autres recommandations, c'est la mise en place d'hébergements d'urgence pour accueillir les victimes et permettre de réellement les éloigner des auteurs, puisque c'est un des autres éléments qui ressort. Plus largement, on a aussi des recommandations qui visent à lutter contre les racines de ces violences qui s'ancrent souvent sur des questions de sexisme, sur des perceptions du rapport entre les femmes et les hommes, et on se rend compte que l'école a un rôle fondamental à jouer en ce sens. Alors, quand on s'intéresse au programme scolaire, on peut voir de façon assez large que la représentation des femmes est loin d'être la même que celle qu'on peut avoir pour les hommes, notamment lorsqu'on va évoquer les grandes figures historiques, ou même en littérature, ou quand on est en cours d'art plastique, on va généralement étudier davantage des hommes. Donc il y a déjà une hiérarchie qui transparaît dans la façon dont le sujet est abordé. Il est vrai qu'en cours d'histoire, par exemple, il existe des focus sur les femmes pendant la guerre. Mais ce sont des focus, mais la perception globale que l'on a, c'est effectivement une forme d'invisibilisation des femmes. En parallèle de cela, il y a aussi des biais inconscients qui existent et dont on peut nous-mêmes être vecteurs. Par exemple, il semble que les enseignants s'adressent différemment, et ça c'est les études sociologiques qui le montrent, lorsqu'ils s'adressent à un petit garçon ou à une petite fille. Donc la façon dont ils vont poser des questions aux enfants va être... Donc peut-être poser des questions qui vont demander davantage de réflexion aux garçons. Et puis même dans des formes très bienveillantes, la façon de s'adresser aux élèves est parfois différente. Donc les instituteurs vont avoir tendance à utiliser des mots comme bravo ma puce et bravo mon grand ou bravo mon gaillard aux garçons. Donc des termes qui forcément vont avoir une incidence sur la façon dont les enfants construisent leur rapport à l'autre et se perçoivent leur place dans la société. Et puis, à une autre échelle encore au niveau de l'école, se pose la question des espaces. Si ce sujet vous intéresse, il y a une sociologue et géographe, Edith Maruet-Joule, qui a travaillé sur le sujet, en montrant que la façon dont les cours de récréation étaient organisés pouvait amener un rapport qui était biaisé entre les filles et les garçons. L'organisation traditionnelle, que vous avez peut-être connue, c'est celle d'une cour de récré avec au centre un grand terrain où généralement les garçons jouent au foot et les filles vont se retrouver en périphérie, à contourner le terrain si elles ont besoin par exemple d'accéder aux toilettes qui vont se situer de l'autre côté, avoir des activités plus calmes, de discussion où elles vont rester entre elles et avoir une stratégie d'évitement pour ne pas gêner cette activité principale qui est la pratique du football. De façon expérimentale, mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup actuellement, on voit qu'en changeant l'organisation de la cour de récréation, il y a tendance à y avoir moins de violence. Donc si, par exemple, il y a des espaces qui ont été aménagés avec d'autres formes d'activités, des espaces avec de l'air, d'autres jeux, eh bien les enfants vont avoir tendance à se mélanger davantage entre filles et garçons et aussi, on note qu'il y a beaucoup moins de violence dans les rapports. Donc il y a moins d'opposition entre un groupe dominant et un groupe dominé, mais plutôt des jeux en collaboration et davantage de mixité, ce qui va aussi favoriser la relation entre les hommes et les femmes et permettre d'établir des relations plus apaisées en se disant que finalement, si on peut être ami avec un garçon, faire des activités avec un garçon quand on est une petite fille, sans pour autant qu'on soit un garçon manqué ou qu'on soit dans une relation amoureuse. L'idée étant vraiment dès le plus jeune âge, pouvoir envisager des relations différentes et qui se posent sur un pied d'égalité, qui pourront à terme éviter ce rapport inégalitaire qui, dans les cas les plus extrêmes, aboutit à des formes de violence. Donc, le dernier point qu'on a aussi mis en lumière, c'était la hiérarchie professionnelle qui existe à l'école, où on se rend compte que donc plus on avance dans les sections, donc en petite section, ça va être beaucoup plus de femmes qui vont encadrer les jeunes, et lorsque l'on avance vers le lycée et l'université, ça va être davantage des hommes. Et on retrouve cette séparation aussi au niveau des matières enseignées, avec bien évidemment plus d'hommes dans les matières scientifiques et techniques et plus de femmes dans les matières littéraires, dans les langues, en sciences sociales de manière générale. Ce qui va là aussi amener des biais qui se reproduisent plus tard dans la répartition dans la société, dans les emplois qui vont être occupés, où les femmes vont se retrouver plutôt dans des fonctions de soins et les hommes plutôt dans des fonctions dirigeantes.
Ce qui peut aussi là amener des biais dans les rapports qu'on peut avoir et dans la façon dont on se positionne dans la société. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver. On a fait un webinaire sur la question de l'égalité femmes-hommes. On avait 3 thématiques, une sur l'éducation, une sur les questions de santé sexuelle et une sur les questions de violence. Donc vous pouvez retrouver, j'ai ramené avec moi les actes, donc c'est un document qui synthétise tout, mais je vous invite vraiment à voir le webinaire qui est accessible sur YouTube et qui est vraiment passionnant. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus. Et Cécile, je te laisse terminer. Voilà, pour terminer, la question des droits des minorités sexuelles et de genre. Alors pourquoi cette thématique-là ? Pour une raison principale qui est que la CNCDH a publié en mai 2022 son premier rapport sur cette question-là, donc un rapport sur les droits des personnes LGBTI. L'orientation du rapport, c'est en fait de l'égalité de principe ou l'égalité de papier à l'effectivité des droits. Et l'autre raison pour avoir choisi cette thématique-là, c'est que si on se place de nouveau dans la question du système international, c'est une question sur laquelle la France a tendance à passer pour une championne. Voilà, en France, les droits des personnes LGBTI sont respectés. Vous voyez, on a eu le mariage pour tous, les discriminations à raison d'orientation sexuelle ou d'identité de genre sont sanctionnées, on a modifié notre législation en matière de changement de sexe à l'état civil. Enfin voilà, on est vraiment sur cette question-là, on est vertueux, et si on regarde ce qui se passe en Pologne, en Russie, dans certains États africains, vraiment, on est exemplaire. Mais en fait, alors certes, oui, depuis quelques années, sur le papier, dans la loi, les choses ont progressé, il y a une reconnaissance des droits des personnes LGBTI, mais les choses sont sans doute un petit peu plus compliquées et un petit peu plus difficiles que ça, et quand à l'occasion de la publication de notre rapport, on a fait une étude sociologique, et ce qu'on constate, c'est que si aujourd'hui en France, il existe une certaine tolérance à l'égard des personnes LGBTI, cette tolérance ne vaut pas acceptation. Et il y a encore une marche à franchir pour que vraiment les personnes LGBTI soient pleinement acceptées en France et que leurs droits soient pleinement effectifs. Et donc on fait un certain nombre de recommandations pour tendre vers cette effectivité. Et la première de ces recommandations, et ça rejoint ce que disait Louis sur les droits des femmes, c'est l'éducation. Et on se rend compte que bien souvent en matière de droits humains, l'éducation, la formation, c'est fondamental. Et il est en matière de droits des personnes LGBTI, il est important que l'école éduque à la tolérance, au respect, et l'une de nos recommandations en la matière, c'est de faire en sorte que les séances d'éducation à la sexualité et à la vie affective soient vraiment mises en place dans les écoles. C'est-à-dire que normalement, chaque enfant devrait avoir 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, et dans les faits, quand ils en ont une sur 4 ans de collège, eh ben, ils ont déjà bien de la chance. Parce que l'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est pas juste le cours de SVT sur la reproduction. C'est apprendre le respect de l'autre, le respect de son corps et du corps de l'autre, et le respect des différentes orientations sexuelles et des différentes identités de genre. Voilà. Donc c'est la première étape, c'est l'éducation et la sensibilisation sur ces questions-là. Voilà, donc on a été un petit peu longue, mais si vous avez encore un peu de temps, on est prête à répondre à toutes vos questions. Pas de questions ? Pas de questions. Bon, en tout cas, on sera sur les stands avec Cécile, donc si vous avez envie de discuter avec nous, après, il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Ah. Quand vous parliez tout à l'heure de discrimination raciale, c'était parce qu'il y a une carence au niveau des textes, ou c'est parce que ça ne passe pas par les juridictions, ou que les juges, en fait, ça veut dire qu'il y aura un manquement de la part des juges de juger en droit? Alors, le problème, il n'est pas dans les textes, parce qu'on a un dispositif législatif qui
bon. On sanctionne la discrimination, il y a 26 maintenant critères de discrimination, et dans ces 26, il y a des critères liés à l'origine, la race, la religion, etc. Donc on a ce dispositif. On a l'incitation à la haine raciale, la diffamation publique, l'injure, enfin voilà. On a voilà. Tout ça est très... Le problème, c'est après. Mais je ne crois pas qu'on puisse mettre à l'index les magistrats, en fait. Je crois que c'est un contentieux qui est assez compliqué, en fait. Donc quand on est dans le volet injure, diffamation, on est dans le droit de la presse, c'est pas facile à manier. Et en matière de discrimination, le problème, c'est de prouver l'infraction, en fait. Et c'est là où ça devient compliqué. Et donc voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise volonté de la part des magistrats, mais il y a des difficultés à effectivement aller jusqu'à la sanction. Et sans doute aussi qu'il y a un défaut de formation des magistrats à ce contentieux qui est un contentieux très spécifique, en fait. Mais voilà, il y a un maillon qui est défaillant, qui fait qu'en fait, quand on est victime de discrimination raciale, on n'arrive pas à obtenir justice. Pour compléter ce que dit Cécile, en fait, il y a différentes échelles, et au moment de la prise de plainte, on se rend compte que déjà l'accueil au niveau des forces de l'ordre n'est pas toujours adapté, donc c'est difficile de bien discerner est-ce qu'il s'agit d'une violence en général ou est-ce que c'est quelque chose lié spécifiquement à du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie. Donc il y a déjà un problème de qualification qui se fait au moment où il y a le dépôt de plainte, et puis après ça se poursuit après, donc il y a vraiment la question de la qualification qui est aussi un point qui pose problème. Et oui, en matière de discrimination, il faut prouver le traitement différencié. C'est pas facile. Après, on a fait des progrès. C'est ce que j'allais vous dire. On a fait des progrès, et un élément qui est source de progrès, c'est effectivement donc à l'origine la HALD, mais aujourd'hui la défenseur des droits. Et on voit bien que, en fait, quand la requête, elle passe d'abord, ou qu'elle est déposée devant la défenseur des droits, en fait, il y a une expertise qui fait que la requête, elle va vraiment être traitée sous ce prisme de la discrimination, voilà. Et ça facilite la prise en compte. Alors après, on n'aboutit pas forcément sur une condamnation pénale, mais on a au moins une médiation ou une réparation. Enfin voilà, il y a quand même clairement le défenseur des droits a permis des progrès notables. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup.